Tu es dehors. Ne reviens pas. Nous continuons sans toi. C'était la voix de ma mère. Plate, répétée, définitive, dans un message vocal qu'elle avait laissé à 9h47, un mardi soir. Pas de dispute avant, pas d'avertissement, juste un enregistrement de 31 secondes qui effaçait 27 années à être la fille qui payait toutes les factures, couvrait toutes les urgences, et n'avait jamais dit non une seule fois. J'ai écouté le message 2 fois. Puis j'ai répondu par texto un seul mot, OK? Ce que ma famille ne savait pas, c'était que OK n'était pas une capitulation. C'était une autorisation, la mienne à moi-même, pour arrêter d'être leur filet de sécurité. Dans les 72 heures qui ont suivi, le fonds familial a été gelé. L'accord pour la maison était mort, et leur avocat laissait des messages que je n'avais aucune intention de rappeler. 46 appels manqués au matin, et un texto de leur avocat qui disait « Nous avons un sérieux problème ». J'ai ri à voix haute, et j'ai répondu, avant de continuer, « Si cette histoire vous parle, prenez une seconde pour liker et vous abonner, et laissez votre localisation et leur local dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous écoutez. Je m'appelle Vivian. J'ai 27 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mardi soir d'octobre. La nuit du message vocal qui a tout changé. J'étais assise en tailleur sur mon lit, dans mon studio à Philadelphie, l'ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, en train de finir un rapport d'évaluation des risques pour un client dont le portefeuille avait plus de signaux d'alarme qu'un défilé. C'était mon travail, repérer le danger avant qu'il n'arrive. Ironique, je sais. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un appel manqué de maman, puis la notification du message vocal. J'ai presque pas écouté. Ma mère m'appelait rarement directement. Elle appelait Brooke, ma petite sœur, celle qui vivait encore à 20 minutes des parents. Celle dont le nom apparaissait dans chaque chat de groupe familial comme un titre en gros. Quand maman avait besoin de quelque chose de moi, elle textait généralement 3 mots max, appelle-moi, ou envoie de l'argent, s'il te plaît. Mais un message vocal, ça semblait différent, presque personnel. Alors j'ai appuyé sur play. Sa voix est sortie du haut-parleur, plate et claire, comme si elle avait répété les mots devant un miroir. Vivian, c'est ta mère. Je veux que tu saches que nous avons pris une décision en famille. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ne reviens pas. Ne rends pas ça plus dur que nécessaire. Nous continuons sans toi. 31 secondes. Je l'ai chronométré sur la barre de lecture. Je l'ai réécouté, pensant que j'avais raté une raison, un parce que, un depuis, ou même un après ce que tu as fait. Mais il n'y avait rien, juste le verdict, pas de procès. J'ai vérifié notre chat de groupe familial, celui que Brooke avait créé 2 Noëls plus tôt, celui où maman postait des recettes de casseroles, et papa envoyait des photos floues d'oiseaux du jardin. J'avais été supprimé, pas mis en sourdine, supprimé. Et le chat avait été renommé. L'ancien nom était la femme Owens. Le nouveau nom, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort, était nous. Donc c'est ce que j'étais maintenant, l'opposé de nous. J'ai posé le téléphone face contre la table de nuit, et j'ai fixé la photo encadrée sur mon étagère. Notre famille à la remise de diplôme de Brooke au collège. Maman rayonnante. La main de papa sur l'épaule de Brooke. Moi tout à droite, à moitié coupé par celui qui avait pris la photo. J'aurais dû le voir à ce moment-là. Pendant 10 minutes, je n'ai rien fait. Juste assise là, les mains sur les genoux, à écouter la télé des voisins du dessus filtrée à travers le plafond. Rire enregistré. Quelqu'un là-haut regardait une sitcom pendant que toute ma famille me votait hors de l'île. Le premier instinct était l'ancien. Rappeler. M'excuser. Même si je ne savais pas pourquoi. Demander ce que j'avais fait de mal. Promettre de réparer. C'était le schéma que je suivais depuis mes 14 ans. Absorber le blâme. Réparer la fissure. Maintenir la paix. Mon pouce a plané au-dessus du nom de maman dans mes contacts, mais quelque chose s'est coincé, comme un engrenage qui s'use enfin. Peut-être que c'était la façon dont sa voix sonnait. Pas en colère, pas blessé, répété. Ou peut-être que c'était le timing. J'avais passé tout l'après-midi à recalculer le paiement de l'hypothèque pour la maison familiale, la maison que je payais, la maison où Brooke dormait dans la chambre principale, et où j'avais le canapé lit quand je visitais. J'ai baissé mon pouce, ouvert le texto avec maman à la place, tapé un mot.
OK, 5 lettres. J'ai ajouté un point, puis j'ai envoyé. L'écran a montré livré, puis rien. Pas de bulle de saisie, pas de rappel, juste le silence, qui m'a tout dit. Elle s'attendait à ce que je poursuive, supplie, explique. Quand je ne l'ai pas fait, elle n'avait pas de script pour ça. Je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la tristesse. Ça viendrait plus tard, vers 3 heures du matin. Bref et vif, comme une crampe musculaire. Non, je n'ai pas pu dormir parce que mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours sous pression. Il s'est mis au travail. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau tableur. Titre, Obligations financières familiales, VONS. Colonne A, éléments. Colonne B, montant mensuel. Colonne C, durée. Colonne D, total. J'ai commencé à taper, et ce qui est sorti de ces colonnes, ligne par ligne, c'était le prix d'être la fille fiable. C'était tellement plus élevé que je ne le pensais. Hypothèque sur la maison familiale, 1850 € par mois. Je l'avais payé pendant 3 ans. Sa seule faisait 66 600 €. Assurance santé pour maman et papa, 640 € par mois. 2 ans et demi, 19 200 €. Prêt auto de Brooke, la SUV blanche qu'elle avait postée sur Instagram avec la légende bénie, 380 € par mois, 14 mois, 5 320 €. Puis les urgences, l'opération du dos de papa, la fuite du toit à réparer avant l'hiver, la caution de Brooke quand elle a déménagé, puis est revenue, puis a redéménagé. La facture dentaire que maman avait oublié de mentionner jusqu'à ce qu'elle aille au recouvrement. À 2 heures du matin, j'avais tout sur un écran. Je me suis adossé et j'ai regardé la cellule totale, en gras dans le coin en bas à droite. 143 214 €. J'avais contribué plus que mon salaire annuel sur 6 ans à des gens qui venaient de me couper avec un message vocal. Mais le nombre n'était même pas la pire partie. La pire partie, c'était ce que j'ai trouvé quand j'ai ouvert les documents justificatifs que je gardais dans un dossier cloud. La même habitude compulsive de tenue de registre qui me rendait bonne à mon travail. J'étais la cosignataire sur l'hypothèque. Mon nom était sur l'acte comme copropriétaire. J'étais la seule fiduciaire du fonds de ma grand-mère. 86 000 € qu'elle avait laissés pour l'éducation et les besoins médicaux de la famille, gérés par moi parce que grand-mère disait que j'étais la seule en qui elle avait confiance pour l'argent. Chaque fil financier critique qui tenait la vie de ma famille ensemble passait par mon nom. Ils m'ont dit de partir, mais ils ont oublié que j'étais le fondement. J'ai appuyé sur imprimer. La petite imprimante de bureau a bourdonné dans l'appartement sombre, crachant page après page de reçus, relevés, et contrats. Je n'étais pas encore en colère. Ça viendrait. Pour l'instant, j'étais juste éveillé. Pour la première fois en des années, pleinement éveillé. Le matin est arrivé gris et froid. Octobre à Philadelphie, le genre de ciel qui ressemble à un plafond. J'ai fait du café en pilote automatique, ouvert mon ordinateur portable, et connecté au compte chèque joint. C'était le compte ménager que j'avais mis en place 2 ans plus tôt pour simplifier les paiements de factures, hypothèques, services publics, assurances, tout sortant d'un seul endroit. Mon argent entrait. Les dépenses de tout le monde sortaient. Le tableau de bord s'est chargé, et je l'ai remarqué immédiatement. L'email de contact sur le compte avait été changé. Mon email 6.owens.fin au fournisseur avait été échangé. À sa place, un email que je reconnaissais. Celui de Brooke. Le changement était daté de 2 jours avant le message vocal. 2 jours avant. Je suis resté avec ça un moment. Les laisser s'installer. Ma sœur avait changé les informations de contact sur mon compte financier avant que ma mère n'enregistre ce message. Le message vocal n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une étape programmée. J'ai continué à creuser. Dans ma boîte de réception, enterrée sous des emails de travail, j'ai trouvé une notification transférée de la société de titres gérant la maison. Ligne d'objet, amendement bénéficiaire, confirmation en attente. Le formulaire demandait ma suppression de l'acte de propriété, effectif sur approbation. Soumis par Brooke Owens, listée comme représentante familiale autorisée. Je n'avais jamais autorisé quiconque à me représenter. Je n'avais jamais accepté d'être supprimé de quoi que ce soit. Mon café a refroidi sur le bureau. Je n'y ai pas touché. Voilà ce que je comprenais maintenant.
Assise dans cette lumière grise du matin, avec mon ordinateur portable allumé et mon téléphone encore face contre terre depuis la veille. Brooke ne voulait pas me sortir de la famille. C'était juste l'histoire de couverture. Elle voulait me sortir des papiers, de l'acte, du fond, de chaque document qui prouvait que j'avais construit ce dans quoi il vivait. Le message vocal était la distraction. Le vrai vol se passait dans le système de classement. Et il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je travaille dans l'analyse de risque. Je repère les schémas de fraude pour vivre. Ma sœur venait de faire le pire pari de sa vie. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre où ça a commencé. Pas le message vocal. C'était la fin. Le début était plus calme. Le début était une cuisine. J'avais 14 ans. Brooke en avait 10. Les vacances d'été venaient de commencer, et nos parents nous ont assis à la table de la salle à manger pour expliquer le plan. Brooke irait au camp d'art. 4 semaines, 300 €. Moi, je resterais à la maison et la surveillerais les matins avant que le camp ne commence. Et après son retour, je cuisinerais le déjeuner, ferais la lessive, m'assurerais que la maison ne brûle pas pendant que maman et papa travaillaient. J'ai demandé si je pouvais aller au camp de maths. Il y avait un programme au collège communautaire, gratuit pour les élèves avec des notes qualifiantes. Je qualifiais. Maman a secoué la tête. Quelqu'un doit être là pour ta sœur, mais c'est gratuit. J'ai dit, Vivian, tu es l'aîné. Tu comprends? J'ai compris. J'ai compris que Brooke avait des étés, et moi des responsabilités. Que mes notes n'étaient pas une source de fierté. Elles étaient une prévision de revenus futurs. Quand j'ai fait le tableau d'honneur cet automne-là, le seul commentaire de maman a été « Bien. Continue. L'une de vous doit gagner de l'argent réel un jour. » Pas « Je suis fier de toi. » Pas « Tu mérites ça. » Juste « Tu seras utile plus tard. » Et quand Brooke a raté ses examens de 6e cette même année, toute la maison s'est mobilisée. Papa l'a emmenée manger une glace. Maman s'est assise avec elle pendant 1 heure, lui caressant les cheveux, disant « Tu es plus qu'une note d'examen, bébé. » J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai entendu chaque mot. Personne ne m'a rien dit de pareil. Pas parce que j'échouais, mais parce que je n'avais jamais besoin de réconfort. J'étais la forte, la stable, celle qui pouvait gérer. Maman me l'a dit une fois directement. Appel téléphonique. 2e année de fac. J'avais mentionné me sentir submergé. Elle a dit, tu es la forte, Vivian. Brooke a plus besoin de moi. 7 mots. Je les ai portés comme une brique dans ma poitrine pendant une décennie. Mon premier vrai chèque de paie est arrivé un vendredi de juin, l'été après ma remise de diplôme. 21 ans, prêt étudiant déjà accumulant des intérêts, salaire de départ dans une firme de conseil de taille moyenne qui attendait 60 heures par semaine. Je me suis senti fier pendant environ 4 heures. Maman a appelé ce soir-là. Papa s'était bloqué le dos au travail. Pas éligible à l'indemnisation des travailleurs parce qu'il était techniquement sous-traitant. Facture d'hôpital, 2000 €. Pourrais-tu aider? Je l'ai envoyé ce soir-là. Sans hésiter. 3 semaines plus tard, Brooke avait besoin d'une caution pour son premier appartement, 1200 €. Elle avait 17 ans, sur le point d'en avoir 18, en route pour l'école de cosmétologie. J'ai demandé à maman prudemment, est-ce que Brooke a des économies? Le silence à l'autre bout était une arme. Puis, c'est ta petite sœur, Vivian. Elle commence. Comment peux-tu même demander ça? J'ai envoyé les 1200 €. Ma propre dette étudiante, 38 000 €, restait intacte. Personne n'a demandé. Personne n'a offert. Ce n'était même pas un sujet. L'assomption était simple. Vivian va bien. Vivian gère les choses. Vivian n'a pas besoin d'aide parce que Vivian ne demande jamais. Cette première année après l'école, j'ai envoyé près de 14 000 € à la maison. Pas en une somme, en tranches. Quelques centaines ici, un millier là. Toujours urgent. Toujours. Juste cette fois. Juste cette fois est devenu chaque mois. Ils n'ont jamais dit merci. Je ne veux pas dire qu'ils ont oublié une fois. Je veux dire que les mots n'ont jamais été prononcés. Pas en texto.
Pas au téléphone. Pas à Thanksgiving quand j'ai pris l'avion low cost pour rentrer et dîner à la table que j'avais financièrement reconstruite. Mon anniversaire cette année-là. Maman a oublié. Elle a posté une photo rétrospective de Brooke sur Facebook cette même semaine. L'anniversaire de Brooke 2 mois plus tard. Fête à la maison. On m'a demandé de commander le gâteau et de le payer. Le dernier mois de cette année, j'ai mangé des ramen pendant 9 jours d'affilée parce que mon compte chèque était vide. Je n'ai dit à personne parce que si je l'avais fait, maman aurait dit que j'étais dramatique, et je la croyais. C'est la partie qui fait le plus mal. 3 ans avant le message vocal, maman a appelé avec ce qu'elle a décrit comme une opportunité familiale. Elle et papa voulaient acheter une maison, une 3 chambres en dehors de la ville, quartier plus calme, meilleures écoles à proximité pour quand les petits-enfants viendraient. Elle l'a dit comme un rêve qu'ils avaient gagné. La réalité était plus simple. Leur crédit était détruit. La dette médicale de papa, un paiement de voiture manqué d'il y a des années, un avis de recouvrement que maman avait ignoré jusqu'à ce qu'il devienne un jugement. Aucun prêteur ne les toucherait. Alors maman a demandé, juste co-signé, Vivian. Ton crédit est parfait. La maison sera à mon nom, mais tu seras sur le prêt et l'acte. C'est la maison familiale. Un jour, elle appartient à vous 2 filles. J'ai dit oui. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je n'ai pas demandé d'accord écrit au-delà des papiers de l'hypothèque elle-même. Parce que la voix dans ma tête, celle que maman avait installée, disait, la famille n'a pas besoin de contrat. Si tu en demandes un, tu ne nous fais pas confiance. Et si tu ne nous fais pas confiance, tu n'es pas famille. Donc, j'ai signé co-signataire sur l'hypothèque, copropriétaire sur l'acte, bien que maman soit listée comme propriétaire principal, et à partir de ce mois-là, le paiement de 1 850 € sortait de mon compte comme une horloge. Brooke a emménagé immédiatement, a pris la plus grande chambre, l'a décorée, a posté des photos, home sweet home. Quand je visitais, ce qui n'était pas souvent parce que je faisais des heures sup pour couvrir les paiements, je dormais sur le canapé lit dans le bureau. Je payais pour une maison où je dormais sur un canapé. Environ 6 mois avant le message vocal, j'ai entendu quelque chose pendant un appel familial. La voix de maman en fond, parlant à Brooke. Elle ne savait pas que j'étais encore en ligne. Elle a dit, une fois qu'on refinance, on peut sortir un peu d'équité. Ne t'inquiète pas pour Vivian. Je m'occupe d'elle. M'occuper de moi comme un poste budgétaire, comme un problème. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que j'avais mal entendu, mais mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone, et le tableur sur lequel je travaillais s'est brouillé devant moi. Ma grand-mère, la mère de maman, est morte il y a 4 ans. Cancer du poumon, rapide et cruel. Elle est passée du diagnostic aux funérailles en 11 semaines. Mes grand-mères étaient vives jusqu'à la fin. 2 mois avant de partir, elle a mis à jour son fonds. 86 000 € mis de côté pour l'éducation et les dépenses médicales de la famille. Et elle a nommé une seule fiduciaire pour le gérer. Moi. Pas maman. Pas Brooke. Moi. Je me souviens de la vocalisant ça, et le visage de maman se figeait. Elle n'a pas argumenté. Pas alors. Pas devant l'avocat. Mais plus tard dans la voiture, elle a dit, ta grand-mère ne comprenait pas comment les choses fonctionnent. Cet argent devrait être géré par la famille ensemble. Je suis la famille, maman. Elle n'a pas répondu. Le fonds est resté tranquille pendant 3 ans. Puis Brooke est venue. Elle voulait 15 000 € pour une entreprise, une boutique de revente en ligne qu'elle avait vu quelqu'un gérer sur les réseaux sociaux. Pas de plan d'affaires, pas de projection, juste des vibes et un lien vers un grossiste. J'ai dit non, pas pour la blesser, parce que les termes du fonds étaient spécifiques. Éducation, médicale, pas capital de démarrage pour une idée sans structure. Brooke a pleuré. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a appelé maman. Maman m'a appelé. Ta grand-mère aurait voulu aider Brooke. Tu es contrôlante. Je suis le document du fonds, maman. C'est littéralement mon travail légal. Brooke ne m'a pas parlé pendant 2 mois après ça. Et pendant ces 2 mois, j'ai appris d'une cousine que Brooke disait à la famille élargie que je thésaurisais l'argent de grand-mère et que je le dépensais probablement pour moi. Je n'ai jamais corrigé. J'étais trop fatigué de combattre des fantômes. Mais voilà la partie qui comptait.
la partie que je n'avais pas réalisée deviendrait une arme. 2 mois avant le message vocal, Brooke m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait clarifier les choses. Sa voix était chaude, presque douce. Sororale d'une façon qu'elle n'avait pas été depuis des années. On a parlé pendant 40 minutes, et à un moment, sa garde a baissé. Ou peut-être qu'elle a juste été imprudente. Et elle l'a dit, honnêtement, Viv, j'ai juste besoin que tu sortes du fond et de l'acte. Alors tout devient plus simple pour tout le monde. Elle l'a dit comme si c'était raisonnable, comme demander que je m'écarte de ma propre vie était une faveur que je devrais vouloir faire. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que j'avais enregistré l'appel. Pas pour la piéger. J'enregistre les appels importants par habitude professionnelle. Mon app marque tout appel de plus de 10 minutes avec un contact familial et enregistre automatiquement avec un ton de disclosure au début. Brooke l'a soit pas entendu, soit ignoré. J'ai sauvegardé ce fichier en 3 endroits. Cloud, USB, un email à moi-même avec la ligne d'objet au cas où. Allongé au lit ce soir-là, je revenais sans cesse à une question. Pourquoi Brooke avait-elle tant besoin que je disparaisse? On a grandi dans la même maison. Je lui faisais le déjeuner quand maman travaillait tard. J'ai co-signé sa première voiture. Et d'une façon ou d'une autre, je suis devenu l'ennemi dans une histoire qu'elle a écrite sans me le dire. Je ne comprends toujours pas pleinement. Peut-être que vous, si. Si vous avez déjà été la personne fiable qui a été remboursée par une trahison, pourquoi pensez-vous qu'ils font ça? Laissez votre avis dans les commentaires. Mercredi matin, 2 jours après le message vocal, je suis entré au bureau en ressemblant à quelqu'un qui avait dormi dans une déchiqueteuse. Marcus Webb l'a remarqué avant que j'atteigne mon bureau. Il était mon aîné de 7 ans, un comptable certifié avec une voix calme et le genre de présence stable qui faisait que les clients se sentaient en sécurité en lui remettant leurs chiffres les plus laids. On avait travaillé sur une 12aine d'audits ensemble. Ce n'était pas le type à fouiner, mais ce matin-là, il a fouiné. J'étais allé à la salle de pause pour du café, et quand je suis revenu, Marcus était debout près de mon bureau, pas assis, debout comme si quelque chose l'avait arrêté en plein pas. L'écran de mon ordinateur portable était encore ouvert. Le tableur était encore affiché. Obligations financières familiales, V. Owens. Le total était en gras en bas. Il m'a regardé, puis l'écran, puis moi à nouveau. Vive. Sa voix était basse. Je ne veux pas dépasser les bornes, mais ce tableur, c'est de l'argent qu'on te doit ou de l'argent que tu as donné? J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire que c'était un dossier client, une maquette, un modèle, mais je tournais sur 4 heures de sommeil et les vapeurs d'une décennie à être fine, et quelque chose dans la façon dont Marcus a demandé, direct, sans jugement, sans remplissage, a fissuré le seau. Je lui ai dit, pas tout, juste le contour, le message vocal, supprimé du chat de groupe, la maison, le fond, le nombre. Marcus n'a pas réagi comme la plupart des gens. Il n'a pas halté, ni secoué la tête, ni dit « c'est terrible ». Il est devenu silencieux. Et quand Marcus devient silencieux, ça veut dire qu'il calcule. 10 secondes ont passé. Puis il a dit quelque chose qui a réarrangé les meubles dans ma tête. Vivian, j'ai été où tu es. Détails différents, même architecture. Mon père a fait quelque chose de similaire quand j'avais 29 ans. Et la chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt est ceci. Tu n'as pas besoin de les rappeler. Tu as besoin d'appeler un avocat. Il a écrit un nom sur un post-it et l'a glissé sur mon bureau. Janet Aldridge, avocate en immobilier et fonds, un numéro de Philadelphie. J'ai regardé le post-it, puis Marcus. Elle est bonne. C'est elle qui m'a empêché de perdre ma maison. J'ai mis le note dans mon portefeuille. Il y est resté exactement 7 heures, le temps qu'il m'a fallu pour trouver ce que j'ai trouvé ensuite. Ce soir-là, je me suis assise avec chaque document que j'avais et les ai passés en revue comme je le ferais pour le portefeuille d'un client, ligne par ligne, cherchant ce qui ne collait pas. J'ai ouvert l'email de la société de titre à nouveau, celui demandant ma suppression de l'acte. Je l'avais remarqué ce premier matin, mais je n'avais pas regardé de près l'attachement. Maintenant, je l'ai ouvert. Le formulaire était standard, une demande d'amendement bénéficiaire. En bas, 2 lignes de signature, une pour Donna Owens, propriétaire principale. Une pour Vivian Owens, copropriétaire. Les 2 lignes étaient signées.
J'ai zoomé sur ma signature, et mon estomac s'est glacé. C'était proche. Quelqu'un avait étudié mon écriture. L'inclinaison était bonne. La taille était bonne. Même la petite queue que je laisse sur le N de Vivian était là. Mais le O de Owens était faux. J'écris mon O majuscule avec une boucle ouverte. Une habitude de des années à signer des documents financiers rapidement. Ce O était fermé, scellé. Une petite chose, le genre de chose que seul moi remarquerais. Mais j'ai remarqué. Quelqu'un avait forgé ma signature pour me supprimer de l'acte d'une propriété vers laquelle j'avais payé plus de 66 000 €. J'ai vérifié les détails de soumission sur le formulaire. Soumis électroniquement par Brooke Owens, représentante familiale autorisée. Date de soumission, 3 jours avant le message vocal. 3 jours avant. Je me suis adossé dans ma chaise et j'ai laissé la chronologie se construire elle-même. D'abord, Brooke soumet le document forgé pour me supprimer de l'acte. Puis elle change l'email de contact sur le compte joint. Puis seulement alors, maman envoie le message vocal. Ce n'était pas une famille qui s'effondrait dans le feu de l'action. C'était une séquence, un plan. Étape 1, étape 2, étape 3. Ma suppression des papiers d'abord, puis ma suppression de la famille pour que je ne regarde pas les documents pendant qu'ils me poussaient dehors. Ma sœur ne m'a pas juste trahi. Elle a exécuté un plan de projet. Et dans mon travail, un plan de projet laisse une trace. J'ai appelé Janet Aldridge le lendemain matin. Son assistante m'a mise en ligne en moins de 3 minutes une fois que j'ai mentionné les mots signature forgée et amendement de titre en attente. Le bureau de Janet était dans une brownstone convertie près de Rittenhouse Square, étagère de livres du sol au plafond, un bureau en verre qui reflétait les lumières au-dessus, et une chaise si ferme qu'elle semblait conçue pour garder les clients concentrés. Elle m'a offert de l'eau. J'ai décliné. Je ne voulais pas être confortable. Je voulais des réponses. J'ai posé le dossier sur son bureau. Tout. Contrat d'hypothèque, acte, le formulaire d'amendement forgé avec les 2 signatures, l'email de la société de titre, le tableur, 143 000 € itemisés, et la notification bancaire montrant que Brooke avait changé l'email de contact sur le compte joint. Janet a passé en revue chaque page comme un chirurgien lit un scan. Lentement, sans expression, lunettes aminées. Elle a posé la signature forgée à côté de ma vraie de l'hypothèque originale et a étudié les 2 côte à côte. Puis elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Mademoiselle Owens, vous avez 2 problèmes et un avantage. Elle a tapoté le formulaire forgé. Problème 1, quelqu'un a commis une fraude en utilisant votre identité. La discrepancie de signature seule pourrait soutenir une plainte de falsification. Elle a tapoté l'email de la société de titre. Problème 2, un refinancement est en attente sur une propriété que vous copossédez sans votre connaissance ou consentement. Les 2 sont sérieux. Elle a fait une pause. Votre avantage est direct. Vous êtes la co-signataire. Vous êtes la copropriétaire. Vous êtes la seule fiduciaire d'un fonds familial. Rien, pas le refinancement, pas le changement de titre, pas un seul euro de ce fonds ne bouge sans votre signature réelle. Et votre signature réelle est la seule chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Je suis resté avec ça un moment, puis j'ai posé la question qui s'était construite depuis mardi soir. Que se passe-t-il si je m'arrête juste? Arrêtez de payer l'hypothèque. Arrêtez de signer quoi que ce soit. Arrêtez d'être l'infrastructure. Janet a croisé les mains. Alors tout s'effondre sous son propre poids. La banque émet un avis. Le refinancement meurt. Le fonds reste verrouillé. Tout ça. Chaque arrangement financier sur lequel ils dépendent cale jusqu'à ce que vous décidiez autrement. Elle a laissé ça atterrir. Puis ajouté presque doucement. Il y a une chose de plus que vous devriez savoir. Une signature forgée sur un amendement d'acte n'est pas juste une affaire civile. En Pennsylvanie, ça peut être inculpé comme un felony. Je ne dis pas que vous devez y aller, mais vous devriez savoir que vous pourriez. Ma chaise s'est soudain sentie beaucoup moins inconfortable. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'app d'enregistrement sur mon téléphone. Je n'avais pas écouté l'appel de Brooke depuis la nuit où c'était arrivé 2 mois plus tôt. À l'époque, je l'avais classé sous agaçant mais inoffensif. Juste Brooke étant Brooke, essayant d'obtenir ce qu'elle voulait avec une voix douce et une demande oblique. Maintenant, avec tout ce que je savais,
ça sonnait complètement différent. J'ai mis mes écouteurs et appuyé sur play. La voix de Brooke a rempli ma tête, chaude et décontractée, comme elle devient quand elle veut quelque chose mais ne l'a pas encore demandé. Je dis juste, Viv, tu es si occupée tout le temps. Tu as ta carrière, ton appartement, toute ta vie là-haut. Ne serait-ce pas plus facile si tu te retirais un peu? Laisse maman gérer le fond et la maison. Honnêtement, si ton nom n'était pas dessus, tu n'aurais plus à t'inquiéter des paiements. Ça serait un soulagement, non? Je me souviens avoir pensé à l'époque qu'elle était maladroite mais pas malicieuse. Juste Brooke essayant de simplifier son monde. Puis est venue la ligne à la minute 32 de l'enregistrement. J'ai juste besoin que tu sortes du fond et de l'acte. Alors tout devient plus simple pour tout le monde. Je l'ai mis en pause, rembobiné, réécouté. J'ai juste besoin que tu sortes du fond et de l'acte. Besoin, pas veut, pas ce serait bien si besoin. Elle m'avait dit exactement ce qu'elle allait faire. Elle l'avait dit à voix haute dans un téléphone qui enregistrait après un ton de disclosure de l'app qu'elle avait soit ignoré, soit pas entendu. Et puis quand je n'ai pas volontairement disparu, elle a forgé mon nom et a fait livrer par maman l'avis d'expulsion déguisé en décision familiale. J'ai sauvegardé le fichier à nouveau. Cloud USB email à moi-même. 3 copies. Parce que dans ma famille, la vérité a l'habitude de disparaître. Je ne savais pas encore quand je l'utiliserais ou comment. Mais je savais ça. Cet enregistrement était la carte que Brooke ne savait pas que je tenais. Et j'allais attendre exactement la bonne table pour la jouer. Vendredi après-midi, bureau de Janet. Je me suis assise en face d'elle avec un bloc-notes que j'avais rempli des deux côtés. Elle en avait un assorti. Marchons à travers ça. Elle a dit, étape par étape, ce que vous pouvez faire, ce qui est dans vos droits, et quelles seront les conséquences pour eux et pour vous. Étape 1, notifier la banque que le formulaire d'amendement d'acte a été soumis avec une signature forgée. Janet enverrait une lettre formelle avec des preuves. Ma vraie signature de l'hypothèque originale versus la fausse sur l'amendement. La banque serait légalement obligée de geler la transaction de refinancement en attente d'enquête. Étape 2, en tant que seul fiduciaire de grand-mère, j'avais pleine autorité pour geler toutes les distributions. Pas besoin d'ordre judiciaire. Pas d'approbation d'un membre de la famille. Une signature de moi, un appel au téléphone à l'institution de gestion du fonds, et 86 000 € entrent en lockdown. Étape 3, arrêter les paiements automatiques de l'hypothèque. J'étais la co-signataire, pas l'emprunteur principal. Donna était la principale. Si j'arrêtais de payer, l'obligation revenait entièrement à elle, et son score de crédit ne pouvait pas supporter le prêt seul. La banque émettrait un avis formel dans les 30 jours. Si elle ne pouvait pas rattraper ou refinancer indépendamment, l'horloge de la saisie commencerait. Étape 4, Janet envoie une lettre de cessation et d'abstention en mon nom, notifiant la famille que je me retire de toutes les obligations financières partagées effectives immédiatement. J'ai écouté chaque étape, hoché la tête à chacune, puis posé la question que mon instinct ne lâchait pas. S'ils perdent la maison? Janet n'a pas cligné des yeux. Vivian, ils vous ont dit de partir. Vous partez. Vous ne prenez pas la maison d'eux. Vous vous retirez d'un prêt qu'ils ne peuvent pas servir sans vous. Si ça cause un effondrement, la structure n'était jamais solide. J'ai pris le stylo et signé la lettre d'autorisation. Le stylo semblait plus lourd qu'il ne devrait. Pas parce que je doutais de la décision, parce que je savais qu'une fois l'encre sèche, il n'y avait pas de retour en arrière. Pas de résolution tranquille, pas d'appel téléphonique tardif qui remet tout dans le tiroir. C'était le bruit d'un pont que je n'ai pas brûlé. J'ai juste arrêté d'être le pont. Lundi matin, je suis allé à la banque qui gérait le fonds de grand-mère pendant ma pause déjeuner. La succursale était calme. Quelques clients au guichet. Musique douce que je ne pouvais pas nommer. Le bourdonnement des lumières fluorescentes. Je me suis assise avec un officier de fonds nommé Dan. Un homme agréable avec une cravate bleue et un stylo. Il cliquait nerveusement quand il parlait. J'ai présenté ma documentation de fiduciaire, carte d'identité photo, l'instrument du fonds original, une lettre de Janet confirmant mon statut légal. Dan a tout revu, cliquant son stylo exactement 14 fois. Puis il a levé les yeux. Mademoiselle Owens, vous êtes la seule fiduciaire sur ce compte. Pas d'autres signataires, pas de co-fiduciaire,
pas de bénéficiaire secondaire avec autorité de retrait. Clic. Que voulez-vous faire? J'aimerais placer un gel complet sur toutes les distributions de ce fonds effectives immédiatement. Pas de retrait, pas de transfert, pas de dispersion jusqu'à ce que j'autorise par écrit. Il a cligné des yeux. Une raison particulière? J'ai des préoccupations sur un potentiel accès non autorisé. J'aimerais conduire une revue de toute l'activité avant d'autoriser tout mouvement supplémentaire. C'était un langage qu'il comprenait. Il a tapé pendant 2 minutes, imprimé un formulaire, l'a glissé sur le bureau. Je l'ai signé. 86 000 € verrouillés. Dan a dit, vous recevrez un email de confirmation dans l'heure. Personne d'autre ne pourra accéder à ces fonds sans votre autorisation écrite et une libération notariée. Merci, Dan. Je suis sorti dans le soleil d'octobre. L'air était vif. Les feuilles tournaient. Je suis resté sur le trottoir un moment et j'ai senti quelque chose que je n'attendais pas. Pas du triomphe, pas de la satisfaction, de la légèreté. Comme poser une valise que je n'avais pas réalisé porter à travers chaque porte pendant 4 ans. C'était étape 1. Le fonds était sécurisé. L'argent de grand-mère était en sécurité. Mais le vrai tremblement de terre arrivait encore. Parce que quand Brooke essaierait d'accéder à ce compte, et elle essaierait, j'en étais sûr. Elle heurterait un mur qu'elle ne pourrait charmer, pleurer, ou forger pour passer. Et ce mur aurait mon nom dessus. Mardi, l'assistante de Janet a envoyé 3 emails avant midi. Le premier est allé au prêteur hypothécaire, une notification formelle de fraude de signature sur le formulaire d'amendement d'acte, accompagnée d'une comparaison côte à côte de ma vraie signature et de la forgée, plus mon affidavit juré confirmant que je n'avais jamais autorisé le changement. La lettre de Janet demandait un gel immédiat sur toutes les transactions en attente liées à la propriété jusqu'à ce que la banque complète son examen interne. Le deuxième email est allé au même prêteur, les notifiant que moi, en tant que co-signataire, je terminais mon autorisation de paiement automatique effective le prochain cycle de facturation. La lettre citait mon droit légal à cesser les paiements volontaires sur un prêt où l'emprunteur principal, Donna Owens, avait initié des modifications non autorisées sans mon consentement. Le troisième email est allé directement à la famille Owens aux soins de n'importe quelle adresse email que Donna avait en fichier comme une cessation et abstention formelle. Il déclarait en langage légal clair que Vivian Owens se retirait de toutes les obligations financières partagées, que plus de paiements ne seraient faits sur l'hypothèque, l'assurance, ou toute autre dépense jointe, et que toutes les communications futures devraient être dirigées à Janet Aldridge. Avocate. 3 emails, 12 attachements entre eux, 3 clics sur envoyer. À 16h cet après-midi-là, le prêteur hypothécaire avait répondu. La transaction de refinancement était gelée, en attente d'une enquête de fraude. L'amendement d'acte était signalé. Aucun changement au titre de propriété ne serait traité jusqu'à nouvel avis. Je me suis assise dans ma voiture dans le garage de stationnement après le travail. Moteur éteint, main sur le volant. Elle tremblait, pas de peur. De l'étrange vertige de faire quelque chose d'irréversible. Dans 48 à 72 heures, ces lettres atterriraient. Maman découvrirait que le paiement de l'hypothèque n'est pas venu, le refinancement était mort, le fonds était verrouillé, l'avis d'annulation d'assurance arriverait dans les 30 jours. Chaque filet de sécurité que j'avais construit sous eux, chaque fil invisible d'argent et de signature et de fiabilité était parti. Pas coupé, juste relâché. Comme on lâche une corde quand la personne à l'autre bout dit qu'elle n'a plus besoin de toi. J'ai tourné la clé, sorti du garage, conduit à la maison à travers la circulation de Philadelphie avec les fenêtres baissées, l'air froid remplissant la voiture, et attendu que mon téléphone commence à sonner. Ça n'a pas pris longtemps. Ça a pris exactement 51 heures. J'étais à mon bureau jeudi matin, en train de revoir un rapport d'exposition d'un client quand mon téléphone a commencé à vibrer. Pas la vibration polyunique d'un texto, la longue pulsation insistante d'un appel, puis un autre, puis un autre. Je n'ai pas regardé tout de suite. Fini mon paragraphe, sauvegarder le fichier, puis retourner le téléphone. 19 appels manqués de maman, 8 de papa, 14 de Brooke, 5 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, 46 au total. Les textos étaient empilés comme des briques. Maman, Vivian, appelle-moi tout de suite. Maman, ce n'est pas un jeu. Maman, quelque chose est arrivé avec la banque et tu dois réparer ça. Brooke, Vive, qu'est-ce que tu as fait? Brooke, le refinancement est gelé.
Ils ont dit que ton avocate a envoyé quelque chose. Brooke, appelle-moi maintenant. Papa, chérie, s'il te plaît rappelle. Ta mère est très bouleversée. Papa, on doit parler de la situation de la maison. Et puis celui qui m'a fait poser mon café et le lire 2 fois. Un email du numéro inconnu. En-tête professionnelle. Gregory Pratt, avocat, représentant Donna Owens. Chère mademoiselle Owens, je représente votre mère, Donna Owens, concernant la propriété résidentielle à l'adresse. Il est venu à notre attention que plusieurs actions financières ont été prises qui impactent directement les intérêts de notre cliente. Nous aimerions arranger une conversation immédiate pour discuter de la résolution. Veuillez répondre au plus tôt. Et en bas, presque une réflexion après coup. Nous avons un sérieux problème. Je l'ai lu une fois de plus. Puis je me suis adossé dans ma chaise et j'ai ri. Pas un rire amer, pas un rire de méchant, juste le son surpris, involontaire d'une femme qui avait passé 6 ans à répondre à chaque appel à la première sonnerie, et qui venait de regarder 46 appels aller au répondeur. 46. Ce nombre continue de jouer dans ma tête parce que je me souviens avoir pensé, c'est à peu près un pour chaque 3000 € que je leur ai donné. Drôle comme nous continuons sans toi devient appelle-nous immédiatement. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'email de Gregory Pratt, et l'ai transféré à Janet. Puis tapé une ligne dans le corps du transfert. Programmons la réunion. Brooke n'a pas attendu la réunion. Elle n'a jamais été patiente. Les textos ont commencé à arriver jeudi après-midi, un après l'autre, espacés juste assez pour suggérer qu'elle marchait en tapant. Vive, je ne sais pas ce que tu as dit à la banque, mais tu dois annuler ça. Maman est en spirale. Puis 12 minutes plus tard. Ce n'est pas à propos de toi et moi, ok? C'est à propos de la famille. Tu mets maman et papa dans une position vraiment dangereuse en ce moment. 20 minutes après ça. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu sais ça. On était juste bouleversés. Les gens disent des choses quand ils sont bouleversés. Et la clôture, celle qu'elle devait penser être son A. Tu es vraiment, vraiment égoïste en ce moment, Vivian. Comme incroyablement égoïste. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine et j'ai lu chaque message attentivement. Pas parce que j'avais besoin de les comprendre. Je les comprenais parfaitement. Je les ai lus parce que je voulais cataloguer le schéma une fois de plus avant d'arrêter d'y engager pour toujours. Message 1, dévier. Faire que ce soit à propos de ce que j'ai fait, pas ce qu'elle a fait. Message 2, invoquer le bouclier familial. Armer maman et papa pour déclencher ma culpabilité. Message 3, minimiser, réécrire le message vocal comme une erreur du moment. Effacer la signature forgée, l'email changé, le plan en 3 étapes. Message 4, l'étiquette, égoïste, le mot qu'elle savait que je fuyais depuis mes 14 ans. 4 messages, 0 excuse, pas de mention du message vocal, pas de mention de la signature forgée, pas de mention de l'amendement d'acte qu'elle a soumis sous mon nom sans mon consentement. Même Brooke, même Playbook, juste plus fort maintenant que les enjeux étaient réels. J'ai répondu un message. Fais contacter ton avocate par la mienne. Et j'ai attaché la carte de visite de Janet comme fichier contact. 30 secondes de silence. Puis 3 points gris sont apparus. Disparus. Apparus à nouveau. Tu es sérieuse là? J'ai fermé l'app, posé le téléphone sur le comptoir, écran vers le bas, puis un dernier message de Brooke. Je l'ai vu dans ma bannière de notification avant de silencier le fil. D'accord, mais ne me blâme pas pour ce qui arrive ensuite. J'ai presque souri parce que cette phrase, ne me blâme pas pour ce qui arrive ensuite, était la chose la plus honnête que Brooke avait dite en des années. Elle planifiait déjà son prochain coup, et elle voulait une couverture à l'avance. La différence maintenant était que je planifiais aussi, et mes plans venaient avec de la documentation. Vendredi soir, j'étais en train de faire le dîner. Des pâtes, rien de fancy. Quelque chose à faire avec mes mains. Quand mon téléphone a sonné, numéro de papa. J'ai décroché parce que la dernière fois que papa a appelé 2 fois en une semaine, c'était quand il est allé aux urgences, mémoire musculaire. La fille responsable répondant à l'appel responsable. Mais ce n'était pas papa. Vivian Marie Owens. La voix de maman. Nom complet. Le ton qu'elle utilise quand elle veut que tu te sentes à nouveau 11 ans.
Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu détruis cette famille. Ton père n'a pas dormi depuis 3 jours. La banque a envoyé une lettre sur l'hypothèque. La compagnie d'assurance dit que notre couverture se termine. Et maintenant Brooke me dit que tu te caches derrière une avocate comme si on était des étrangers. J'ai baissé le feu à bas. Maman, tu m'as envoyé un message vocal me disant de ne pas revenir. Je fais ce que tu as demandé. C'était parce que j'étais bouleversé. Tu sais comment je suis. Mais ça, geler les comptes, arrêter les paiements, c'est toi qui es vindicative exprès. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont plus les miennes. Tu m'as dit que je ne suis pas famille. Si je ne suis pas famille, je ne suis pas financièrement responsable de la famille. Silence. 2 temps. 3. Puis, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années que j'ai versées à t'élever, c'est comme ça que tu me rembourses. Là c'était. Le script. Le même voyage de culpabilité qui m'avait gardé à écrire des chèques pendant 6 ans. Je sacrifie. Tu dois. Le registre familial éternel où mon côté était toujours dans le rouge. Maman, je ne rembourse rien. J'ai fini de payer. Il y a une différence. Sa respiration s'est aiguisée. Tu vas regretter ça, Vivian. Je te le dis, tu vas regarder en arrière sur ce moment et avoir honte. Peut-être. Mais si j'ai honte, ce sera pour mes propres raisons, pas parce que tu me l'as dit. J'ai raccroché, posé le téléphone près de la cuisinière. Mes mains tremblaient. L'eau des pâtes débordait, sifflant sur le feu. Je ne pleurais pas. Ou si je pleurais, ce n'était pas de culpabilité. C'était du genre de chagrin qui vient quand tu réalises que la personne que tu espères que ta mère deviendra n'existe pas. N'a jamais existé. Et aucune somme de paiement d'hypothèque n'allait jamais la construire. J'ai éteint le feu. Je n'avais plus faim. Mais j'ai remarqué quelque chose debout dans cette cuisine calme avec la vapeur tourbillonnant autour de moi. Donna n'avait pas mentionné la signature forgée. Pas une fois. Soit elle ne savait pas ce que Brooke avait fait, soit elle savait et décidait que ça n'importait pas. Je n'étais pas sûr de ce qui était pire. Samedi matin, mon téléphone est devenu un tableau d'affichage de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Tante Hélène, la petite sœur de maman, a texté en premier. Chérie, ta mère est hors d'elle. Peu importe ce désaccord, ne pouvez-vous pas juste en parler? Elle dit que tu essaies de prendre la maison. Puis oncle Robert, du côté de papa, entendu des choses par la vigne. Tu sais, la famille passe en premier, non? Ne laisse pas l'argent ruiner ce qui compte. Puis une cousine que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Hey, Vivian. Pas sûr de ce qui se passe, mais Brooke semble vraiment blessée. Juste voulu dire que tu devrais probablement appeler ta maman. Un après l'autre, tout le matin, tous avec les mêmes empreintes invisibles. J'ai ouvert Facebook. Je n'avais rien posté depuis des semaines, mais j'avais un pressentiment. Et là c'était. La dernière mise à jour de statut de Brooke postée à 23h la nuit d'avant. Quand ton propre sang te tourne le dos pour de l'argent, la famille ne devrait jamais être sur les transactions. Certaines personnes ne se soucient que du contrôle. Priant pour la guérison. 47 likes, 22 commentaires, cœur et main de prière, et reste forte, bébé, de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était vraiment passé. Un commentaire de tante Hélène. On t'aime, chérie. La vérité sort toujours. Oui, j'ai pensé, elle sort. Ma poitrine s'est serrée. Le vieux réflexe a tiré. Le besoin d'expliquer, de corriger, de poster mon propre côté, d'aligner les reçus et montrer à tout le monde le tableur et la signature forgée et le message vocal. J'ai tapé 3 réponses différentes, supprimé les 3. Puis je me suis rappelé ce que Marcus m'avait dit sur un café 2 jours plus tôt quand j'avais admis être terrifié d'être la méchante dans le récit de Brooke. Ne combat pas le récit sur leur terrain, il avait dit, remuant son café sans lever les yeux. Apporte la vérité dans la bonne pièce. La bonne pièce, pas Facebook, pas un chat de groupe. Pas un appel où maman peut raccrocher quand les faits deviennent inconfortables. Une pièce avec une table, avec des avocats, avec des documents où pleurer ne surpasse pas l'évidence et je suis la victime doit concurrencer les timestamps. J'ai fermé Facebook, ouvert mon email, écrit à Janet. Je pense qu'il est temps pour la réunion.
Tous face à face avec tout ce qu'on a. Janet a répondu en 11 minutes. D'accord. Je coordonnerai avec Pratt. Vendredi, mon bureau, 5 jours. 5 jours jusqu'à ce que chaque histoire que Brooke avait jamais racontée doive survivre une table de conférence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et me suis versé un deuxième café. Mes mains étaient stables. Lundi après-midi, Janet m'a appelé de son bureau sur haut-parleur pour que je puisse écouter. Elle avait joint Gregory Pratt. La conversation était polie comme une partie d'échecs est polie. Mouvement contrôlé, langage mesuré, rien de gaspillé. Monsieur Pratt. Je représente Vivian Owens. Comme vous savez, ma cliente est co-signataire sur l'hypothèque et copropriétaire sur l'acte pour la propriété que votre cliente occupe. Elle est aussi la seule fiduciaire du fonds familial Margaret Owens. Je suis conscient des arrangements financiers, a dit Gregory. Sa voix était prudente, avocat. Alors vous devriez aussi être conscient qu'un formulaire d'amendement d'acte a été soumis à la société de titres portant la signature de ma cliente, une signature que ma cliente n'a pas fournie. Une analyse côte à côte montre des discrepancies claires. Le département de fraude de la banque a signalé le document et gelé le refinancement en attente. Silence. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes d'air mort d'un homme qui facture 400 € l'heure. Êtes-vous en train de dire, a dit Gregory lentement, que ma cliente a soumis un document forgé? Je dis qu'un document portant une signature que ma cliente n'a pas exécutée a été soumis sous son nom. La société de titres et le prêteur ont tous deux été notifiés. L'enquête de la banque procède indépendamment de notre bureau. Plus de silence, puis la voix de Gregory notablement plus tendue. J'aurai besoin de conférer avec mes clientes sur ça. Je recommanderais de faire ça bientôt, monsieur Pratt, avant que la division de fraude de la banque ne le fasse pour vous. L'appel s'est terminé avec une confirmation de date pour vendredi. Janet a raccroché et s'est tournée vers moi. Sa pose m'a tout dit. Il ne savait pas pour la signature forgée. Elle a croisé les mains sur le bureau. Ça veut dire soit que ta mère n'a pas dit à son propre avocat, soit que ta mère ne savait pas. Si Donna ne savait pas, alors Brooke a fait ça seule et n'a dit à personne. Elle l'a dit à une personne. J'ai dit, moi. Sur un appel enregistré. Les yeux de Janet se sont plissés. Pas en suspicion, en quelque chose de plus proche de la satisfaction. Vendredi va être très intéressant. Mercredi soir, j'étais en train de nettoyer après le dîner, vaisselle dans l'évier, eau coulant, quand mon téléphone a sonné. Papa. Vraiment papa cette fois. Vivian. Sa voix était la plus calme que j'ai jamais entendue. Pas en colère, pas l'autorité répétée qu'il emprunte parfois à maman. Juste fatigué. Le genre de fatigue qui vit dans les os. Salut, papa. L'avocat. Notre avocat a appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il y a un problème avec les papiers de la maison. Quelque chose sur une signature qui ne matche pas. Il a fait une pause. J'ai laissé la pause s'étirer. L'eau coulait encore dans l'évier. Il dit que quelqu'un a peut-être signé ton nom sur un formulaire. C'est correct. Sais-tu? Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer. Sais-tu qui l'a fait? Tu devrais demander à Brooke. La respiration s'est arrêtée. Brooke. Le formulaire a été soumis sous son nom. Papa, représentante familiale autorisée. Elle l'a soumis 3 jours avant que maman n'envoie ce message vocal. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel avait coupé. Il n'avait pas. Le compteur de secondes tournait encore. Tu es sûr de ça? J'ai les enregistrements de soumission. Mon avocate a la comparaison de signature. La banque l'a signalé pour enquête de fraude. Oui, papa. Je suis sûr. J'ai entendu quelque chose à travers le téléphone. Une chaise craquant comme s'il s'était assis durement. Ou peut-être ses genoux. Laisse-moi parler à ta mère de ça. Et là c'était. La phrase qu'il avait dite 100 fois à travers ma vie. Laisse-moi parler à ta mère. Le report éternel. L'homme qui n'arrivait jamais à avoir sa propre opinion avant de la vérifier avec Donna d'abord. Papa, je n'appelle pas pour la permission. Je ne te demande pas de réparer. Tu m'as posé une question et j'y ai répondu.
Si la famille veut résoudre ça, ça se passe vendredi. Bureau de Janet avec documentation. Vivian, je t'aime. Papa, mais je suis fatigué de parler à travers des murs. J'ai raccroché. L'eau dans l'évier était devenue froide. J'ai séché mes mains et suis resté dans la cuisine longtemps. Ce qui m'a frappé n'était pas la colère. C'était quelque chose de plus triste. Le son de mon père réalisant à 59 ans que la mauvaise fille avait dit la vérité tout du long, et qu'il avait passé des décennies à choisir de ne pas vérifier. Jeudi, l'assistante de Janet a envoyé l'invitation formelle au bureau de Gregory Pratt. Une réunion dans la salle de conférence de Janet vendredi à 14 h. Participants, Vivian Owens, Donna Owens, Raymond Owens, Brooke Owens, Janet Aldridge, Gregory Pratt. Janet et moi avons revu les règles de base ensemble. Si j'allais m'asseoir en face de toute ma famille pour la première fois depuis le message vocal, j'avais besoin de structure, pas d'émotion. Structure. Règle 1, pas de cri. Si une partie élevait la voix, la réunion serait ajournée immédiatement. C'était une discussion professionnelle, pas un argument de table de cuisine. Règle 2, les affirmations requièrent de la documentation. N'importe qui pouvait dire n'importe quoi, mais s'ils voulaient que ce soit pris au sérieux, ils avaient besoin de papier pour le soutenir. Règle 3, je présenterai d'abord ininterrompu, mon cas, ma chronologie, mes preuves, questions après. Gregory a accepté toutes les 3 termes dans l'heure. Il n'a pas poussé sur aucun, ce qui m'a dit quelque chose d'important. Ses clientes avaient plus besoin de moi que j'avais besoin d'elles. Elles avaient besoin de ma signature, mes paiements, ma coopération. Sans ça, elles regardaient un refinancement gelé, une police d'assurance expirée, un fonds verrouillé, et une hypothèque qu'elles ne pouvaient pas porter seules. J'ai préparé mon dossier comme je prépare un portefeuille client. Organisé, étiqueté, dévastateur. Onglet 1, le tableur, 143 000 €. Onglet 2, la signature forgée côte à côte avec l'original. Onglet 3, la piste email montrant les changements non autorisés de Brooke au compte joint. Onglet 4, la chronologie. Amendement d'acte, changement d'email, message vocal, suppression du chat de groupe, tout daté, tout documenté, et glissé dans la couverture arrière dans une petite enveloppe, une clé USB avec l'enregistrement. Je n'avais pas décidé si je le jouerais. Ça dépendrait de ce qui se passerait dans la pièce, si Brooke dirait la vérité ou si elle ferait ce qu'elle fait toujours. Marcus a texté ce soir-là. Prête pour demain? J'ai répondu, dossiers emballés. Main stable. Il a répondu, tu ne leur dois pas une explication. Ils t'en doivent une. Va la chercher. J'ai mis mon alarme à 6 h, préparé mes vêtements. Bu du thé à la camomille, que je déteste parce que quelqu'un m'a dit une fois que ça aide avec les nerfs. Ça n'a pas aidé, mais le dossier sur ma table de nuit l'a fait. Vendredi, 14 h. Salle de conférence de Janet Aldridge au 3e étage de la Brownstone. Mur de verre, une longue table en noyer, 6 chaises en cuir, et une carafe d'eau que personne ne toucherait. Je suis arrivé 10 minutes en avance, posé mon dossier sur la table, aligné les bords. Janet s'est assise à ma gauche, ordinateur portable ouvert, bloc-notes prêt. Aucune de nous n'a parlé. La pièce sentait le tonneur d'imprimante et le léger citron de ce que l'équipe de nettoyage utilisait. À 13h58, la porte s'est ouverte. Maman est entrée en premier. Blouse marine, menton haut, sac serré contre ses côtes comme un bouclier. Elle m'a regardé exactement une seconde, pas mon visage, mais mon dossier, puis s'est assise dans la chaise lointaine sans un mot. Papa a suivi. Polo gris, main dans les poches. Il m'a jeté un coup d'œil et quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait culpabilité, pas tout à fait honte, quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom. Il s'est assis à côté de maman et a croisé les mains sur la table, puis Brooke. Elle est entrée en dernier, ce qui était délibéré. Elle portait un cardigan rose doux sur une chemise blanche. Ses yeux étaient rougis, récemment frottés, peut-être vraiment larmoyants. Peut-être pas. Sa lèvre inférieure faisait le léger tremblement qu'elle perfectionnait depuis l'école primaire. Elle a tiré sa chaise près de celle de maman et a atteint la main de maman sous la table. La performance était impeccable. Si vous ne connaissiez pas le script, vous penseriez qu'elle était la victime dans cette pièce. Gregory Pratt est entré derrière elle, costume gris,
poignée de main ferme avec Janet, un bref hochement à moi. Il s'est assis à l'extrémité de la table, équidistant des deux côtés, ce qui était techniquement neutre et pratiquement inutile. Janet a ouvert. Merci à tous d'être ici. Cette réunion existe pour aborder les problèmes financiers et légaux qui ont surgi ces dernières semaines. Mademoiselle Owens présentera d'abord comme convenu par les deux conseils. Elle ne sera pas interrompue. J'ai ouvert le dossier, levé les yeux, établi un contact visuel avec ma mère pour la première fois depuis qu'un message vocal a essayé de m'effacer de la famille. Je vais commencer, j'ai dit, avec un nombre. J'ai glissé le tableur au centre de la table. 5 copies, une pour chaque personne, une pour le record. 143 214 €. J'ai laissé le nombre flotter dans l'air. Personne n'a bougé. C'est ce que j'ai contribué à cette famille sur les 6 dernières années. Paiement d'hypothèque sur cette propriété, 66 600 €. Assurance santé pour maman et papa, 19 200 €. Prêt auto de Brooke, 5 320 €. Dépenses d'urgence, opération, réparation de toit, caution, facture dentaire, le reste. Chaque paiement est documenté. Date, montant, relevé de compte, tout est sur cette feuille. Les yeux de maman ont descendu la page. Je l'ai regardé scanner chaque ligne comme on regarde quelqu'un lire un rapport médical qu'il n'attendait pas. C'est ce que j'ai donné, j'ai dit. Pas comme un prêt, pas sous contrat, juste parce qu'on me l'a demandé et parce que je croyais que c'est ce que famille voulait dire. Maman a ouvert la bouche. Janet a levé un doigt, calme, ferme. Madame Owens, vous aurez votre tour. J'ai sorti le deuxième document du dossier. 2 feuilles côte à côte. Je les ai posées à plat sur la table et tournées pour que tout le monde puisse lire. À gauche, ma signature du contrat d'hypothèque original daté de 3 ans plus tôt. À droite, une signature soumise sur un formulaire d'amendement d'acte demandant ma suppression du titre de propriété. J'ai fait une pause. Je n'ai pas signé ce formulaire. Je ne l'ai pas autorisé. Je ne savais pas qu'il existait jusqu'à ce que je le découvre dans mon email après avoir été supprimé de cette famille par message vocal. Grégory Pratt s'est penché en avant, étudiant les 2 signatures. Sa mâchoire s'est serrée. Le formulaire a été soumis électroniquement, j'ai continué, par Brooke Owens, listée comme représentante familiale autorisée. 3 jours avant le message vocal, la pièce a changé. Pas un son, plus comme un changement barométrique. La main de papa a bougé à son front. Grégory s'est adossé lentement dans sa chaise. La prise de Brooke sur la main de maman s'est serrée. Et maman. Maman a regardé les signatures, puis moi. Puis pour la première fois depuis qu'elle est entrée dans cette pièce à Brooke. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit. Quelqu'un a forgé ma signature. J'ai dit pour voler ma part d'une maison que j'ai payée. Je n'ai pas dit qui. Je n'avais pas à le faire. Chaque œil dans la pièce s'était déjà tourné. Brooke a lâché la main de maman. C'est insensé. Je n'ai rien forgé. Sa voix a monté. Vivian fait ce qu'elle fait toujours. Elle manipule la situation. Elle se fait la victime parce qu'elle ne peut pas gérer que je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin. Brooke, un mot, plat, calme. Ça a coupé sa phrase comme une lame à travers du papier. Avant que tu finisses cette pensée, je veux que tu entendes quelque chose. J'ai atteint la couverture arrière du dossier, sorti la petite enveloppe, et enlevé la clé USB. L'ordinateur portable de Janet était déjà connecté à un haut-parleur sur la table. Je l'ai branché, trouvé le fichier, et plané le curseur sur le bouton play. C'est un enregistrement d'un appel téléphonique entre toi et moi 2 mois avant le message vocal. L'appel a été disclosed au début. Mon app joue un ton de notification audible. Si tu veux disputer son authenticité, Monsieur Pratt peut le vérifier. Le visage de Brooke est devenu blanc. Pas rouge. Blanc. Le genre de blanc qui arrive quand le sang se retire de la surface. J'ai cliqué sur play. La pièce s'est remplie de la voix de Brooke. Chaude, décontractée, cajoleuse. J'ai juste besoin que tu sortes du fond et de l'acte. Alors tout devient plus simple pour tout le monde. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. J'ai regardé Donna.
Elle fixait le haut-parleur comme s'il l'avait physiquement frappé. Ses lèvres étaient légèrement écartées. Pas de mots. J'ai regardé papa. Ses yeux étaient fermés. Sa main était encore sur son front. J'ai regardé Grégory Pratt. Il avait posé son stylo sur la table et croisé les mains, la posture universelle d'un avocat recalculant sa position. Et j'ai regardé Brooke. Elle regardait maman, cherchant la bouée de sauvetage qui avait toujours été là. La défense immédiate, le elle ne le pensait pas, le redirigement instantané du blâme sur moi. Maman n'a pas regardé en arrière. 15 secondes de silence. Je les ai comptées comme on compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre, attendant d'apprendre à quel point la frappe était proche. C'était le plus bruyant que ma famille ait jamais été. Puis Brooke a craqué. C'est hors contexte. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste en train de parler. Juste dire des choses. Les gens disent des choses. La voix de Janet était stable comme un scalpel. L'enregistrement est daté de 2 mois avant qu'un document forgé portant la signature de Mademoiselle Owens ne soit soumis pour la supprimer de l'acte. Le contexte, je dirais, est remarquablement clair. Brooke s'est tourné vers maman à nouveau. Sa lèvre tremblait. Vrai cette fois? Ou peut-être pas? Je ne pouvais plus dire. Maman. Maman, tu me crois, non? Elle tord tout. Elle fait toujours ça. Donna Owens n'a pas regardé sa plus jeune fille. Elle fixait le tableur, à la colonne totale, au nombre en bas qui représentait 6 ans de vie de sa fille aînée convertie en euros et sans payer sans un seul merci, elle n'a rien dit. Et dans ce silence précis, dévastateur, quelque chose a changé dans la pièce qui ne pourrait jamais être changé en arrière. J'ai fermé le dossier. Lentement. Le son de la couverture rencontrant la page arrière était le seul bruit dans la pièce. Donna s'est tournée vers moi. Sa voix était différente maintenant, plus petite. Vivian, je ne savais pas pour la signature. Je te jure, je ne savais pas. Je te crois que tu ne savais pas pour la signature, maman. Elle a expiré. Mais tu savais quand tu as enregistré ce message vocal. Tu savais quand tu m'as supprimé du chat de groupe. Tu savais chaque fois que Brooke te racontait une histoire sur moi. Et tu n'as jamais appelé une fois pour demander si c'était vrai. Tu as choisi une version qui était confortable. Et j'ai payé le prix pour ça. En euros, en années, à chaque fête où je m'asseyais au bout de la table et me disais que c'était fine. Le menton de Donna a baissé. Pas un hochement. Plus comme quelque chose en elle a cédé d'une fraction. Je me suis levé. Voilà ce qui se passe maintenant. J'ai gardé ma voix égale. Professionnelle. Comme je livre une évaluation de risque à un client quand les nombres sont mauvais et il n'y a pas de façon douce de le dire. Le fonds sera transféré à une firme de gestion professionnelle. Je me retire comme fiduciaire, mais les termes que grand-mère a fixés seront appliqués. Éducation et médicale seulement. Pas d'exception. J'ai regardé la table. Je me retire comme co-signataire sur l'hypothèque. Vous avez 60 jours pour trouver un financement alternatif ou prendre une décision sur la propriété. Je ne ferai pas un autre paiement. J'ai regardé Grégory Pratt concernant la signature forgée. Je ne porterai pas plainte criminelle cette fois, mais chaque document, chaque enregistrement, chaque communication a été préservée et est tenue par mon avocate. J'ai regardé Brooke. Elle fixait la table. Cardigan tiré serré autour d'elle. La performance aux yeux rougis s'est enfin effondrée en quelque chose de réel, ou au moins quelque chose de plus proche. Brooke, je ne te hais pas, mais je ne te fais pas confiance, et je n'ai pas à le faire. J'ai pris mon dossier, hoché une fois à Janet, marché à la porte. La voix de papa craquait et basse. Vivian. J'ai fait une pause avec la main sur la poignée. N'est pas tourné. 60 jours, papa. Utilisez-les bien. La porte a cliqué fermée derrière moi. Mes talons ont écho dans le couloir, stable, égaux, sans hâte. Je n'ai pas regardé en arrière, pas parce que j'étais en colère, parce qu'il n'y avait rien derrière moi que je n'avais pas déjà dit. Marchant vers ma voiture après, je me suis demandé si j'aurais dû le gérer différemment, être plus douce, leur donner plus de temps, essayer un appel de plus avant de tout tirer.
Une partie de moi voulait encore croire qu'une conversation aurait pu réparer ça. Mais chaque conversation pendant 6 ans s'était terminée de la même façon. Moi m'excusant pour le mensonge de quelqu'un d'autre. Auriez-vous donné une autre chance? Ou auriez-vous sorti de cette pièce de la même façon que moi? Dites-moi. Je veux vraiment savoir. 72 heures après la réunion, les pièces sont tombées exactement où la gravité disait qu'elles tomberaient. La maison. Sans moi comme co-signataire, le refinancement de la famille était mort définitivement. La banque a envoyé un avis formel. Donna Owens avait 90 jours pour soit reprendre les paiements d'hypothèque complets seule, sécuriser un nouveau co-signataire avec crédit qualifiant, ou faire face au début des procédures de saisie. Le score de crédit de Donna ne pouvait pas porter le prêt solo. Pas du tout. Le fonds transféré à une firme fiduciaire licenciée à Philadelphie dans la semaine de la réunion. Chaque euro comptabilisé. Chaque retrait maintenant sujet à revue tierce contre les termes originaux de grand-mère. Brooke ne pouvait charmer, pleurer, ou forger son chemin vers un centime. L'assurance, mon avis d'annulation, a pris effet au marqueur de 30 jours. La couverture santé de maman et papa a expiré un mercredi. Par jeudi, Donna était au téléphone avec le marché, apprenant pour la première fois ce que coûte l'assurance quand quelqu'un d'autre ne paie pas. Presque le double de ce que j'avais couvert. L'avocat, Gregory Pratt, s'est formellement retiré de représenter la famille Owens 10 jours après la réunion. Sa lettre a Donna cité des discrepancies factuelles irréconciliables, langage légal poli pour ta fille a commis une fraude, et tu ne me l'as pas dit. Ils étaient maintenant sans conseil. Et le récit social, celui que Brooke avait construit si soigneusement sur Facebook, a commencé à craquer. Tante Hélène a appelé maman après la réunion et posé des questions pointues. Une cousine du côté de papa m'a texté directement. J'ai entendu qu'il y avait des documents forgés. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin. Les faits faisaient leur propre tournée de presse. Rien de tout ça n'était de la revanche. Je veux être clair sur ça. Je n'ai pas conçu un effondrement. J'ai retiré moi-même d'une structure qui ne tenait que parce que je la tenais. Quand j'ai lâché, elle a fait ce que toute structure non soutenue fait. Elle a plié. Pas parce que je l'ai poussée, parce qu'elle n'était jamais construite pour tenir seule. 3 semaines après la réunion, un dimanche après-midi, j'étais en train de lire sur mon canapé, un vrai livre, page papier, pas d'écran, quand papa a appelé. Sa voix était plus fine que d'habitude, comme si quelqu'un l'avait étiré sur trop de nuits sans sommeil. Vivian, j'avais l'intention d'appeler. Salut, papa. Je veux dire que je suis désolé. Je sais que j'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû poser des questions quand ta mère a envoyé ce message vocal. J'aurais dû regarder les papiers moi-même au lieu de juste faire confiance que quelqu'un d'autre s'en occupait. J'ai attendu parce qu'avec papa, l'excuse vient toujours avec le 2e paragraphe. Mais chérie, y a-t-il un moyen que tu puisses nous donner plus de temps avec la maison? Ta mère regarde des options, mais 90 jours ce n'est pas beaucoup. Si tu pouvais juste étendre l'arrangement de co-signataire pour quelques mois de plus jusqu'à ce qu'on figure. Papa, il s'est arrêté. J'ai entendu l'excuse. Je l'apprécie. Vraiment. Mais j'ai aussi entendu le mais. Tu n'appelles pas parce que tu es désolé. Tu appelles parce que la famille a besoin de ma signature à nouveau. Silence, puis calmement. Les deux, Vivian. C'est les deux. Peut-être que c'est, mais la réponse est la même. Les 60 jours que j'ai donnés à la réunion sont encore en effet. Rien ne change. Ta mère est terrifiée de perdre la maison. Alors maman devrait parler à un conseiller financier. Pas à moi. Plus de silence. Puis la chose qui a frappé le plus dur. Pas ces mots, mais le son de son expiration. Longue, dégonflée. Le soupir d'un homme qui sait qu'il demande à la mauvaise fille de réparer un problème causé par l'autre fille, mais manque la colonne vertébrale pour le dire à voix haute. Je comprends, il a dit enfin. Papa, ouais, je t'aime. Ça n'a pas changé. Mais l'amour ne veut pas dire que je m'allume en feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Plus maintenant. Il a raccroché sans dire au revoir. Juste un clic et puis rien. Le même silence abrupt qui avait été sa réponse à chaque question dure toute ma vie. J'ai posé le livre, fixé le plafond.
Il s'était excusé et demandé une faveur dans la même respiration. Et la pire partie était que je pense qu'il pensait vraiment les deux. Le désolé et la demande. Il ne comprenait juste pas que l'un annule l'autre. Ou peut-être qu'il le faisait. Et c'était la partie la plus triste de tout. 3 mois plus tard, les feuilles étaient parties. Premier gel était venu et parti. Philadelphie faisait ce que Philadelphie fait en janvier. Froid, gris, obstinément vivant. J'étais assise dans un café près de mon bureau un samedi matin, ordinateur portable ouvert mais inactif, regardant les gens à travers la fenêtre, un samedi normal, banal. Et c'était le point. Pour la première fois de ma vie adulte, banal se sentait comme un luxe. L'argent de l'hypothèque, 1850 € par mois, allait maintenant dans mon compte d'épargne. J'avais un fonds d'urgence pour la première fois. Je payais mes prêts étudiants en avance. J'avais réservé un vol pour Portland pour un long week-end en février juste parce que je voulais voir l'océan. Je n'avais jamais réservé un voyage juste parce que je voulais avant. Brooke et moi n'avions pas parlé depuis la réunion. Pas un texto, pas un message vocal, pas même un like sur une photo. Silence complet. J'ai vérifié son Facebook une fois par habitude. Elle avait posté un nouveau statut. Recommencer. Pas de contexte, pas de mention de moi ou la maison ou quoi que ce soit. Juste la version curée de sa vie sanité pour un public qui ne connaissait pas l'arrière-plan. J'ai scrollé passer et rien senti. Et ce rien, cet espace propre, calme où la culpabilité vivait avant, était la chose la plus proche de la liberté que j'ai connue. Maman a appelé une fois environ un mois après la réunion. Sa voix était différente. Pas chaude exactement, mais les bords aigus avaient été poncés. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Elle a dit OK. L'appel a duré 90 secondes. Elle ne m'a pas fait de voyage de culpabilité. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas mentionné Brooke. Ce n'était pas de la guérison. C'était un cessez-le-feu. Et pour l'instant, c'était assez. Papa a texté pour mon anniversaire. 3 mots. Joyeux anniversaire, Vivian. Première fois en des années. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, juste mon nom et une reconnaissance que j'existais. C'était le plus petit geste possible, mais c'était le sien. La maison s'est vendue 6 semaines après la réunion. Donna l'a listé quand il est devenu clair que personne ne co-signerait un nouveau prêt. J'ai signé les papiers pour libérer mon nom de l'acte, les vrais papiers, cette fois avec ma signature réelle. Je n'ai pris aucun produit de la vente. L'acte listait Donna comme propriétaire principal et l'équité était la sienne. J'avais déjà calculé la perte, 66 000 € en paiement d'hypothèque vers une maison où je n'ai jamais vécu. Je l'ai effacé, pas sur mes impôts, mais dans ma tête, un paiement de scolarité pour la leçon la plus chère que j'ai apprise. Marcus m'a rencontré pour un café cet après-midi-là. Il s'est glissé sur le siège en face de moi, a jeté un regard à mon visage, et a dit « Comment te sens-tu » J'y ai pensé. Vraiment pensé. Plus légère, j'ai dit. Comme si j'avais posé quelque chose que je ne réalisais pas porter. Il a hoché la tête. N'a rien dit d'autre. Il n'avait pas besoin. Pour la première fois en 6 ans, chaque euro que je gagnais était le mien. Pas le mien à donner. Pas le mien à sacrifier. Pas le mien à utiliser comme preuve que je méritais une place à une table que je payais déjà. Juste le mien. Calmement. Banalement. Magnifiquement le mien. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous haïssiez ma famille. Je vous la raconte parce que quelque part là-dehors en ce moment, quelqu'un est assis avec son téléphone en main, fixant une confirmation de transfert pour de l'argent qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer à quelqu'un qui n'a jamais dit merci une fois. Et ils se disent la même chose que je me suis dite pendant 6 ans. C'est fine. C'est la famille. C'est ce que la famille fait. Brooke n'est pas un monstre. C'est une personne qui a appris très jeune que mentir et récompenser et pleurer ouvre des portes. Personne ne l'a jamais fait arrêter. Personne ne lui a jamais montré une conséquence qui colle jusqu'à ce que la conséquence porte mon nom et vienne avec une avocate. Maman n'est pas maléfique. C'est une femme qui a construit son identité autour du contrôle, autour d'être le centre d'une famille qui obéissait à un script qu'elle a écrit. Quand j'ai arrêté de suivre le script, elle ne savait pas comment répondre avec autre chose que la force.
Ce message vocal n'était pas de la cruauté. C'était de la panique déguisée en autorité. Papa n'est pas un méchant. C'est un homme qui a passé sa vie entière à choisir le silence sur la confrontation. Et un jour réaliser que le silence a un prix, aussi. Il apprend encore ça. Je pense qu'il pourrait y arriver. J'espère qu'il le fait. Et moi, je suis la femme qui a enfin compris que le mot famille n'est pas un chèque en blanc. Que aimer quelqu'un ne veut pas dire financer sa vie pendant qu'ils effacent la tienne. Que les limites ne sont pas une punition. Les limites sont la vérité délivrée sans excuse. Je ne sais pas à quoi ressemble ma famille dans un an. Je ne sais pas s'il y aura un Thanksgiving auquel j'assisterai ou un appel qui se sent comme à la maison. Je n'ai pas besoin de savoir. Pour la première fois, je ne construis pas ma vie autour de leurs réponses. Donc, je vous demande ça, et je veux vraiment savoir. Si les gens qui étaient supposés vous aimer le plus vous disaient de partir, combattriez-vous pour rester ou les laisseriez-vous enfin voir à quoi ressemble la vie sans vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Merci d'être resté avec moi à travers toute cette histoire. Si une partie de ça frappe près de la maison, si vous avez déjà été celui qui tient tout ensemble pendant qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez, je vous vois. Laissez un commentaire et dites-moi votre histoire. Je lis chaque single 1. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur ce bouton s'abonner pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Il y a une autre histoire liée dans la description sur quelqu'un qui a été dit qu'il ne réussirait jamais seul. Ils ont prouvé chaque single person wrong de la façon la plus satisfaisante. Je vous verrai là.